Le silence de l'ascenseur en verre qui montait vers les étages supérieurs du gratte-ciel de Manhattan était un prélude glacial à la violence qui m'attendait. Je m'appelais Sophie, et je savais, au fond de moi, que cette lecture du testament N n'était pas une formalité, mais l'arène où David, mon frère, achèverait son œuvre de destruction. Le bureau de Maître Dubois, un homme aux tempes argentées et au costume taillé avec une précision clinique, était situé au 45e étage, offrant une vue imprenable et vertigineuse sur Central Park, un paysage magnifique et cruellement indifférent à la misère familiale qui allait se jouer derrière ses portes acajou. Quand j'entrais dans la salle de conférence, l'atmosphère était déjà lourde, saturée de l'odeur du cuir neuf et d'une tension que même les larges fenêtres ne parvenaient pas à dissiper. Il y avait nos cousins et tantes, tous assis autour de l'immense table de bois poli, leurs visages affichant un mélange de curiosité morbide et de fausse compassion. Et puis il y avait David. Il était assis à l'extrémité opposée, l'air décontracté, presque royal, dans son costume gris foncé. Ses yeux, d'un bleu acier que j'avais si souvent confondu avec de la chaleur dans ma jeunesse, me jaugèrent un instant, un sourire narquois planant sur ses lèvres fines. Ce sourire était un poison familier. Il disait « Tu es ici, tu es vaincu, et tout le monde va le savoir. » Je pris place loin de lui, mon cœur battant la chamade mais mes mains étaient fermes. J'avais attendu ce jour pendant 2 longues années, depuis que maman était partie, et même si la douleur de la perte était encore vive, elle était enveloppée d'une carapace de froide détermination. Les années de mépris silencieux, les pics subtils lancés lors des dîners de famille, les accusations jamais prononcées à voix haute mais toujours sous-entendues, tout cela avait culminé dans ce moment précis. Maître Dubois tout sauta légèrement, ajusta ses lunettes cerclées d'or, et ouvrit le dossier relié de cuir noir. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer les dernières volontés de Madame Élise Montand », commença le notaire d'une voix monocorde, professionnelle. Il déroula les premières clauses, distribuant des bijoux mineurs à une tante lointaine, et léguant la collection d'art de maman à la fondation locale des distractions nécessaires avant d'arriver à l'essentiel. À chaque nom prononcé, David hochait la tête avec une autosatisfaction croissante. J'observais la bague en saphir que David portait au petit doigt, un héritage de notre grand-père qu'il avait pris sans demander, comme il prenait toujours tout ce qu'il désirait. Il avait le pouvoir, et il le savait. Le notaire arriva enfin au chapitre des biens immobiliers et des actifs financiers. C'est là que le ton changea. Concernant le patrimoine principal, comprenant l'appartement de Paris, la résidence secondaire en Provence, et la totalité du portefeuille d'investissement, Madame Montand a désigné son fils, Monsieur David Montand, comme légataire universel, annonça Maître Dubois. La salle retint son souffle, mais pas par surprise. J'avais vu les signes. J'avais senti le froid dans le regard de maman les derniers mois de sa vie, une distance qu'elle n'avait jamais eue avec moi auparavant. David héritait de tout. Un murmure discret parcourut la table, et je sentis les regards se poser sur moi, chargés de pitié. Puis vint la clause qui était spécifiquement dédiée, celle que je redoutais le plus. Maître Dubois lut, sa voix se faisant curieusement plus lente, presque hésitante. Quant à ma fille, Sophie, bien que je l'aime profondément, j'ai décidé, après mûre réflexion et en raison de circonstances récentes, de l'exclure de toute part de mon héritage. L'air S épaissit. Ce N était pas le fait être déshérité qui me coupait le souffle, je m'y étais préparé. C était la justification vague et blessante, suggérant une faute de ma part. David sourit ouvertement, un geste qu'il ne prit même pas la peine de cacher. Ma tante Isabelle me tapota maladroitement le bras, un geste de soutien qui me brûlait davantage que l'indifférence. Maître Dubois s'apprêtait à refermer le dossier quand David se pencha en avant, brisant le protocole. « Maître, pourriez-vous s'il vous plaît clarifier ces circonstances récentes, pour tout le monde ?» demanda David, sa voix amplifiée par la tension de la salle. Il ne demandait pas par ignorance, mais pour m'infliger un maximum de dégâts. Il voulait que la raison de mon exclusion soit exposée, même si elle, était qu'une invention. Maître Dubois fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise d'avoir à commenter les motivations privées de la défunte. Monsieur Montand, le testament est clair sur le fait que... Non, il n'est pas clair, maître, insista David, coupant sèchement le notaire. Il se redressa, balayant la table du regard, s'assurant qu'il avait l'attention de tous, y compris celle de Sophie. Je pense qu'il est important que la famille comprenne pourquoi maman a pris cette décision difficile. Elle a été obligée de le faire pour se protéger. Mon corps se raidit. Je sentais le sang monter à mes joues, mais je me forçais à rester immobile, les mains posées à plat sur la table. Je savais que cette attaque venait. David était incapable de gagner sans écraser son adversaire publiquement. Vous voyez, poursuivit David, adoptant un ton de révélation triste et résigné, comme s'il partageait une vérité douloureuse pour le bien commun. Maman était faible, surtout les derniers mois, et Sophie a toujours eu cette fâcheuse tendance à profiter des situations. Un murmure éleva à nouveau, plus fort cette fois. Mon oncle Robert déplaça nerveusement sa chaise. David, s'il te plaît, commença mon cousin Marc. Non, Marc, la vérité doit être dite, coupa David, son regard se fixant directement sur moi, brûlant d'une haine ancienne et calculée. Sophie prétendait être la gardienne de maman, la personne de confiance. Mais en réalité,
Elle passait son temps à la monter contre moi, à exiger des sommes d'argent régulières sous prétexte de soins. Elle la rongeait psychologiquement. Chaque mot était un coup de poignard. Cela faisait des années que David répandait ses mensonges. Mais les entendre dans ce bureau formel, devant toute la famille, était une torture insupportable. Jenner était dévoué corps et âme pour maman, mettant ma propre vie entre parenthèses pour être à ses côtés. J'ai découvert, continua David, abaissant légèrement la voix pour la rendre encore plus dramatique, que Sophie lui faisait croire que la famille la négligeait, que j'essayais de la manipuler. Elle tissait une toile de mensonges, pour s'assurer qu'elle serait la seule à qui maman ferait confiance. Elle a même tenté de falsifier un relevé bancaire pour justifier un retrait important. Heureusement, maman a réalisé à temps le danger. Elle m'a demandé de l'aider à se protéger légalement. C'est pourquoi elle t'a déshéritée, Sophie. Elle t'a fait sortir de sa vie parce que tu étais devenue une sangsue, une menteuse. David s'appuya en arrière, l'air satisfait. La salle était désormais d'un silence pesant. Les membres de la famille évitant mon regard. Ils ne savaient pas qui croire. Mais la posture de David, l'héritier riche et confiant, face à la pauvre Sophie déshéritée et accusée de malhonnêteté, orientait leur jugement. David venait de me démolir. Il m'a humilié publiquement. Pendant un instant, les années de douleur invisibles et accumulées menacèrent de me submerger. Je sentis mes yeux piquer, la honte et la rage se mélangeant dans ma gorge. Était cela, la souffrance silencieuse. Prendre coup après coup, sans pouvoir répondre, laisser les autres croire la version facile de l'histoire. David avait réussi son coup. Il m'avait transformée en la paria, la manipulatrice, celle qu'on devait exclure. Mais au lieu de m'effondrer, une force froide et inébranlable monta en moi. Je regardai David, son visage triomphant, et je pris une inspiration lente et profonde. Il ignorait tout. Il croyait avoir éliminé la seule menace qui pesait sur son héritage, sans se douter que je tenais dans mon sac, sous mes doigts serrés, la véritable menace. J'avais gardé en secret un enregistrement. Un fichier audio qui prouvait que ce N n'était pas moi qui avais manipulé maman, mais lui. Cet enregistrement prouvait qu'il l'avait forcée, qu'il l'avait terrifiée, la menaçant de lui retirer toute aide si elle ne changeait pas ses dernières volontés en sa faveur. J'avais attendu. J'avais enduré l'humiliation et les mensonges, sachant que le moment décisif N n'était pas encore arrivé. Maître Dubois, embarrassé par l'explosion de David, regarda sa montre. Si c'est tout, je crois que nous pouvons clore cette. Ce n'est pas tout, maître, dis-je d'une voix claire et étonnamment calme. Je me levai lentement, forçant chacun à lever les yeux vers moi. Mes jambes étaient fermes, ma posture droite. David me regarda, l'amusement se muant en une légère irritation. Il détestait que je prenne la parole, surtout après avoir été publiquement exécutée. Vraiment, Sophie? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à part d'autres excuses lamentables? Ricana David, le dédain ruisselant de sa voix. Je ne répondis pas immédiatement à David. Je posai calmement mon sac à main sur la table. Je me concentrais sur les visages de ma famille, ceux qui m'avaient jugée, ceux qui m'avaient cru faible et menteuse. J'avais le pouvoir, en ce moment précis, de renverser la table, de leur montrer la vérité que j'avais gardée en secret si longtemps, au prix de ma propre réputation. J'ouvris le sac, et au lieu d'en sortir mes clés ou mon portefeuille, j'en tirai une petite boîte noire rectangulaire, mon enregistreur numérique de poche. David pâlit légèrement, son sourire disparaissant. Il comprit immédiatement que cet objet N était pas anodin. David t'a traité de menteuse, Sophie, intervint tante Isabelle, visiblement mal à l'aise, et tu ne devrais pas faire de scène. Non, tante Isabelle, je ne fais pas de scène, répondis-je, mon regard fixé sur David. Je rétablis la vérité. David a dit que maman m'a exclu parce qu'il fallait sa doc protégée de moi. Je posai l'enregistreur au milieu de la table, là où tout le monde pouvait le voir. C'est un mensonge. Maman ne s'est pas protégée de moi. Elle essayait désespérément de se protéger de David. La tension dans la pièce était palpable, un fil prêt à se rompre. David se redressa complètement, ses mains agrippant le bord de la table. C'est absurde. Tu es ridicule. Tu vas nous faire perdre notre temps avec tes fantaisies? Il tentait de me déstabiliser mais sa panique transparaissait. Il savait que je pouvais avoir la preuve. Il avait été imprudent. J'ai gardé en secret cet enregistrement parce que je savais que tu ferais exactement ce que tu viens de faire, David, déclarai-je, ma voix résonnant avec une autorité nouvelle. Une voix que David n'avait jamais entendue auparavant. Tu as forcé maman à changer son testament. Et j'ai la preuve. Je ne laissai pas le temps à David de protester davantage. Mon pouce pressa le bouton play de l'enregistreur. Le petit voyant rouge s'alluma, signalant que la lecture commençait. Le son, d'abord faible, fut amplifié par le silence de mort qui était abattu sur la salle. Était la voix de maman, faible, fatiguée mais distincte, audible pour tous les visages pâles autour de la table. Mais David, je ne peux pas enlever Sophie, c'est ma fille. Tu le feras, maman, si tu veux que je continue de payer tes infirmières. Tu sais très bien qu'elle n'a jamais été fiable. Soit tu signes ces documents pour me léguer tout, soit je me retire. Tu n'auras plus de contact avec moi. Oh, tu me fais peur, David. Oh, 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 oh,
Our, 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 signe maintenant, maman. Ou, tu te retrouveras seul. Our, 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 parenthèse fermante. L'enregistrement durait moins de 3 minutes. Mais chaque seconde martelait la vérité dans le cœur et l'esprit des témoins. C était un condensé de pure manipulation, de chantage émotionnel et de cruauté financière. La voix de David était froide, dure, dénuée de toute affection filiale. Quand l'enregistrement se termina, la salle est devenue silencieuse. Un silence total. Un silence qui n'était pas seulement l'absence de bruit, mais une présence physique, lourde, remplie de choc et de révulsion. Les yeux de tous étaient braqués sur David, dont le visage avait viré au blanc crayeux, ses traits décomposés. Le masque d'homme d'affaires triomphant cesse était fendu, révélant la brute égoïste qui se cachait derrière. David, l'homme qui m'avait humilié devant toute la famille, ne pouvait plus prononcer un mot. Il était exposé. Ses mensonges, ses manigances, la façon dont il avait terrorisé notre mère mourante pour s'assurer un héritage exclusif, tout était là, enregistré. Ce jour-là, devant Maître Dubois et la famille horrifiée, tout avait changé pour lui. Il était passé du statut d'héritier légitime à celui d'agresseur démasqué. Mon cœur, qui avait été une pierre froide pendant toute l'humiliation, commença à se réchauffer. J'avais révélé la vérité, et je savais que la justice enfin était en marche. Quand l'enregistrement se termina, la salle est devenue silencieuse. Un silence total. Un silence qui, était pas seulement l'absence de bruit, mais une présence physique, lourde, remplie de choc et de révulsion. Les yeux de tous étaient braqués sur David, dont le visage avait viré au blanc crayeux, ses traits décomposés. Le masque d'homme d'affaires triomphant était fendu, révélant la brute égoïste qui se cachait derrière. David, l'homme qui m'avait humilié devant toute la famille, ne pouvait plus prononcer un mot. Il était exposé. Le saphir qu'il portait au petit doigt, le symbole de son avarice et de son appropriation, semblait soudain peser des tonnes, un témoin muet de sa trahison. Il était figé, les pupilles dilatées, fixant l'enregistreur numérique au centre de la table, comme si l'objet contenait une bombe qui venait d'exploser sur sa vie. Ses mains, qui avaient agrippé fermement le bord du bois poli, se relâchèrent lentement, le crissement du cuir de son costume étant le seul son audible dans le vide. Un filet de sueur froide perlait le long de sa tempe, contrastant violemment avec la précision clinique de sa coiffure. Ses mensonges, ses manigances, la façon dont il avait terrorisé notre mère mourante pour s'assurer un héritage exclusif, tout était là, enregistré. Ce jour-là, devant Maître Dubois et la famille horrifiée, tout avait changé pour lui. Il était passé du statut d'héritier légitime à celui d'agresseur démasqué. Le silence persista, das, étirant au-delà de toute mesure confortable, rempli du bourdonnement lointain de la climatisation, qui semblait maintenant sonner comme un sifflement accusateur. J'observais les visages autour de moi, la mosaïque des émotions. Mon oncle Robert, toujours si prompt à juger et à opiner du chef en faveur du plus puissant, avait les lèvres pincées, les yeux baissés, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Il y avait dans son attitude la honte d'avoir cru au mensonge le plus facile. Tante Isabelle, celle qui m'avait tapoté le bras avec une pitié condescendante quelques minutes auparavant, se couvrit la bouche de sa main. Ses yeux, habituellement pétillants de curiosité et d'un jugement facile, étaient remplis d'une profonde tristesse et d'une détresse sincère. Elle ne regardait plus David comme le fils réussi de la famille, mais comme un monstre qui avait trahi la confiance d'une femme sur son lit de mort. Je pouvais presque entendre le processus mental se dérouler. La réalisation douloureuse que non seulement David était coupable, mais que ses accusations envers moi, la sangsue, la menteuse moins, étaient de viles calomnies destinées à détourner l'attention de sa propre cruauté. Mon Dieu, souffla tante Isabelle, sa voix à peine audible, brisant finalement le silence. David se remit légèrement, tentant de retrouver un semblant de contrôle, mais le tremblement dans sa mâchoire trahissait sa panique interne. Il essaya de parler, de rétablir la domination qu'il avait exercée toute sa vie. C'est une falsification, parvint-il à articuler, sa voix étrangement rauque, trahissant la déshydratation de la peur. Sophie a manipulé cet enregistrement. C'est impossible que maman ait dit ça. Elle était sous sédation. Je ne me moquais pas de sa tentative désespérée de dénégation. Je le laissais s'enfoncer. Il était pathétique, luttant pour se raccrocher à la réalité qu'il avait construite. Falsification ? Maître Dubois intervint enfin. Le notaire, d'une dignité professionnelle inébranlable jusqu'à présent, retira ses lunettes. L'acte de se frotter les yeux avec une lenteur calculée était l'expression la plus forte de son bouleversement. Son regard, lorsqu'il se posa sur David, était un mélange de professionnalisme outragé et de dégoût personnel. Il remit ses lunettes, sa posture se raidissant. « Monsieur Montand », commença Maître Dubois, sa voix, habituellement monocorde, résonnant maintenant d'une fermeté nouvelle, « permettez-moi de vous rappeler que toute tentative de produire un faux témoignage ou une preuve falsifiée dans le cadre d'une succession, surtout si elle concerne un chantage ou une contrainte morale sur le testateur, est une infraction pénale grave. » Il se tourna vers moi, Sophie, avec une expression que je n'avais jamais vue.
Respect et prudence mêlés. Mademoiselle Montand, cet enregistrement? Où et quand a-t-il été réalisé? Il a été réalisé il y a exactement 3 semaines, maître, répondis-je, ma voix restant calme et posée. La froideur de ma détermination m'avait enveloppé comme une armure. Je savais que David exerçait une pression énorme sur maman. Je l'ai entendu menacer de couper son aide financière pour ses soins si elle ne changeait pas son testament. Je l'ai enregistré de mon propre téléphone, le jour où elle a signé la version que vous venez de lire. J'ai le fichier original, non édité, avec les métadonnées horodatées. David fit un mouvement brusque, comme s'il allait se lever et s'emparer de l'enregistreur, mais il fut retenu par la pression invisible des regards accusateurs. Mais pourquoi n'avoir rien dit avant? Demanda mon cousin Marc, son ton haine était plus accusateur, mais rempli de confusion. Pourquoi nous laisser croire? Parce que je savais que si je dénonçais David avant, maman aurait été la première victime, expliquai-je, mon regard balayant la famille. David l'aurait isolée immédiatement, lui coupant ses soins, la rendant encore plus vulnérable. Il avait besoin de l'avoir signée. De s'assurer que le notaire enregistre la version en sa faveur. J'avais besoin qu'il soit sûr de sa victoire pour qu'il se révèle. J'ai enduré l'humiliation aujourd'hui, la douleur d'Ali. Être traitée de profiteuse et de menteuse devant vous, pour garantir que les épreuves de maman n'aient pas été vaines. Cette explication frappa la famille plus fort que l'enregistrement lui-même. Ils comprirent l'aller. Étendu de mon sacrifice, j'avais accepté de jouer le rôle de la paria pour protéger la validité de la preuve. J'avais attendu que David, dans son arrogance, se démasque lui-même en m'humiliant publiquement, s'assurant que l'ensemble de la famille soit témoin de son triomphe avant que je ne le réduise en cendres. Le goût de la victoire était amer, car il était mélangé à la douleur de la trahison de ma mère, mais il était indéniablement là, pur et froid. Mon cœur, qui avait été une pierre froide pendant toute l'humiliation, commença à se réchauffer d'une chaleur nouvelle, celle de la justice rendue. Maître Dubois se racla la gorge, replaçant l'ordre dans le chaos. Dans ces circonstances, déclara-t-il, s'adressant maintenant à la salle entière mais en fixant David avec une froideur glaciale, et compte tenu de la preuve audio qui suggère fortement un vice de consentement par contrainte morale et chantage, la validité du testament lu aujourd'hui est immédiatement remise en question. Nous avons ici une preuve prima facie d'indignité successorale. Le mot indignité résonna comme un coup de marteau dans la salle. C'est, était le terme légal qui condamnait David, le privant non seulement de l'héritage, mais le marquant d'une tâche indélébile. David, réalisant l'île, étendu du désastre légal et social, bondit de sa chaise. Il n'y avait plus de façade, plus de sourire narquois. Il était qu'une masse de fureur brute et de peur. C'est une mascarade, cria-t-il, frappant la table de son poing, faisant vibrer les verres d'eau. Le bruit était fort, agressif, mais il sonnait creux face à l'âle. Évidence. Tu ne gagneras pas, Sophie. J'ai les meilleurs avocats de New York. Tu ne peux pas me faire ça. Je le regardais, enfin libre de toute peur, et je sentis que si, était la première fois depuis des années que je le voyais réellement, désarmé, mis à nu. Je n'ai rien fait, David, répondis-je, ma voix restant étonnamment douce, presque un murmure, mais qui portait plus d'autorité que son cri. Tu t'es fait ça à toi-même. Tu as choisi de terrifier maman pour l'argent, et tu as choisi de m'humilier aujourd'hui. Tu as commis toutes les erreurs. Maître Dubois se leva à son tour, signalant la fin de la réunion. Monsieur Montand, je vous conseille vivement de vous calmer et de contacter immédiatement votre conseiller juridique. Pour l'heure, en ma qualité de notaire, je suis dans l'obligation de saisir le tribunal pour contestation de testament sur la base des nouvelles preuves présentées. Les biens de Madame Montand sont placés sous séquestre judiciaire jusqu'à à ce que la Cour statue sur la question du consentement. David resta debout, tremblant de rage contenue, le souffle court. Son regard se posa sur moi une dernière fois, un regard chargé non seulement de haine. Le bureau de Maître Dubois, ce sanctuaire de verre et d'acier suspendu au-dessus de l'agitation new-yorkaise, est devenu le théâtre d'une exécution lente. Le notaire, après avoir déroulé les clauses préliminaires avec une neutralité professionnelle étudiée, arriva à la section des dispositions finales, là où le nom de David était répété comme un mantra de victoire, et où le mien brillait par son absence totale. Il lut d'une voix monocorde les termes qui confirmaient que la quasi-totalité de la fortune de ma mère, ses biens immobiliers, ses placements et l'intégralité de sa collection d'art inestimable, revenaient à mon frère unique. Il s'arrêta, ajusta ses lunettes, et laissa un silence s'installer, un silence d'approbation tacite de la part du reste de la famille présente, nos quelques tantes et cousins qui avaient toujours favorisé David, l'héritier flamboyant, au détriment de l'artiste discrète que j'y étais. Ce N était pas l'argent qui me faisait mal. Non. C était le paragraphe suivant, celui que David avait exigé d'y ajouter, la justification morale et publique de mon exclusion. Maître Dubois, mal à l'aise, toussa légèrement et continua la lecture, citant des phrases écrites dans la main tremblante de ma mère, mais dont l'esprit était clairement celui de mon frère. J'ai décidé d'exclure Sophie de ma succession car,
Ces dernières années, son comportement s'est révélé instable, et elle a manifesté une ingratitude flagrante envers mes sacrifices. Ses accusations infondées et son incapacité à faire face à la réalité me forcent, à mon grand regret, à la déshériter pour assurer la pérennité de mes biens. La salle retint son souffle. L'expression « accusation infondée » était un poignard invisible, directement planté dans le cœur de la vérité. David, assis à ma droite, se pencha légèrement en avant, un sourire à peine contenu étirant ses lèvres. Il n'avait pas besoin d'attendre que Maître Dubois termine. Il prit la parole, sa voix résonnant avec une fausse tristesse, amplifiant l'humiliation. « Merci, maître. Je pense qu'il est important pour la famille de comprendre. Maman l'a fait pour nous protéger. Sophie, tu sais, a toujours eu une imagination débordante. Elle a toujours eu du mal à accepter que maman ne la voit pas comme la petite fille parfaite qu'elle s'imaginait être. » Il se tourna vers moi, son regard bleu acier plein d'un mépris glacial, devant toute l'assemblée. Elle a même osé suggérer que j'aurais forcé la main de maman, juste parce qu'elle n'acceptait pas la réalité de son exclusion. C'est pour ça qu'elle a clairement écrit dans ce codicille qu'elle souhaitait qu'on sache que Sophie est une menteuse. C'est triste, mais nécessaire. Il marqua une pause, savourant son triomphe, me regardant avec l'air d'un bourreau qui vient d'achever sa tâche. Ce n'est pas personnel, Sophie. C'est juste le prix à payer quand on vit dans le déni. Il se cala dans son fauteuil en cuir, le geste d'un homme qui a remporté la partie et qui attend les félicitations. La douleur invisible de toutes ces années de mépris silencieux être toujours la cadette transparente, la sœur dont on se moquait dans son dos, s'est cristallisée en moi. J'ai senti le feu de l'injustice monter à ma gorge, mais étonnamment, ma voix est restée parfaitement stable, glaciale, presque mécanique. J'ai levé la main pour interrompre le notaire qui s'apprêtait à passer aux formalités finales. Maître Dubois hésita, surpris par mon calme inhabituel. « Oui, mademoiselle de Montaigne ?» demanda-t-il, un sourcil levé. J'ai ignoré David, dont le regard moqueur était figé sur moi, attendant sans doute une crise de larmes, ou une sortie théâtrale. Avant que nous n'archivions ce document, Maître Dubois, j'ai une dernière chose que maman souhaitait partager. Ce n'est pas inscrit dans ces lignes, mais c'est un souhait qui est, me semble-t-il, bien plus important que tous les biens matériels que David s'apprête à empocher. J'ai sorti de mon sac à main mon téléphone, un modèle simple, sans fioriture, et je l'ai posé sur la table en acajou, face à l'assemblée. Mon geste, simple, a créé une rupture dans la solennité de l'instant. Tante Claire, assise à côté de David, a murmuré. « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» David a ricané à voix basse. « Elle fait son cinéma, comme d'habitude. » Il était tellement sûr de lui, tellement enivré par sa victoire écrasante qu'il ne voyait pas le piège que je était en train de refermer. J'ai fait glisser mon doigt sur l'aile écran, m'assurant que le volume était au maximum, et que le petit haut-parleur intégré de mon téléphone pourrait projeter le son suffisamment fort dans la pièce feutrée. Lorsque maman a changé ses dernières volontés il y a 6 mois, elle était très affaiblie par la maladie, ai-je commencé, ma voix trahissant à peine les émotions. Elle avait des moments de lucidité, mais aussi des moments où la peur prenait le dessus. Et David, tu as su merveilleusement exploiter cette peur. David se redressa brusquement, son sourire disparaissant pour laisser place à une alerte soudaine. De quoi tu parles, Sophie? Tu te ridiculises encore, tu vois bien que... Silence, David, ai-je coupé, un ton que je n'avais jamais osé employer avec lui auparavant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as dit devant tout le monde que J était une menteuse. Tu as exigé que ce soit écrit. Maintenant, écoutons la vérité de maman, pas la tienne. J'ai cliqué sur le bouton « Play ». Le silence initial fut rempli d'un crépitement léger. Le son d'un enregistrement fait en cachette, probablement glissé sous un oreiller ou dans une poche de robe de chambre. Puis, la voix de David a rempli le bureau, mais une voix différente de celle du vainqueur assis en face de moi. Une voix agressive, pressante, pleine de colère retenue. « Écoute-moi bien, maman. Tu signes ce codicille aujourd'hui, ou je ne reviens plus te voir. Tu as le choix. Soit tu assures mon avenir, soit tu passes tes derniers jours seul, sans personne pour te soigner. » La famille a accusé le coup, leurs visages se sont figés dans l'incrédulité et l'horreur. On entendait clairement le souffle court de ma mère. Une plainte faible. « David, s'il te plaît, je ne veux pas déshériter Sophie. Elle est ma fille. » Et la réponse de David, pleine d'une violence verbale insupportable, qui prouvait la manipulation et la menace. « C'est elle ou moi. Tu dois choisir celui qui mérite de porter notre nom. » Sophie n'a jamais rien fait, elle a toujours été lâche. Si tu me laisses tout, je promets que tu auras la meilleure infirmière. La tranquillité. Si tu refuses, je m'en vais ce soir. Et tu crèveras seul dans ce lit. L'enregistrement a continué pendant près de 4 minutes. 4 minutes d'une torture émotionnelle, où l'on entendait ma mère craquer, sangloter, et finalement céder, sa voix brisée par la peur, murmurant à David qu'elle signerait. Le son s'est arrêté brusquement, laissant un vide sonore assourdissant dans l'aile, élégant bureau. J'ai révélé la vérité devant tout le monde. La salle est devenue silencieuse. Un silence pesant, absolu, bien plus lourd que le bruit de la ville sous nos pieds. Un silence qui n'était pas seulement l'absence de son,
mais l'absorption totale du choc. Le moment où l'horreur indicible se fait comprendre. Les tantes, les cousins, Maître Dubois lui-même, étaient pétrifiés. Leurs regards, auparavant braqués sur moi avec une pointe de pitié et de jugement, se sont lentement, inexorablement, tournés vers David. David, l'homme qui, il y a quelques minutes, nageait dans la certitude de son impunité, était désormais exposé. Son visage, habituellement si lisse et arrogant, était devenu livide, ses traits tirés par une terreur soudaine. Il était pris au piège, confronté à la preuve secrète que j'avais gardée en silence, patiemment, sachant que ce moment viendrait. Il ouvrit la bouche pour protester, pour nier, mais aucun son ne sortit. Il était démoli publiquement. J'ai ramassé mon téléphone, ma main légèrement tremblante, mais mon esprit d'une clarté parfaite. Voici les accusations infondées que j'ai portées. David, voici pourquoi maman a eu peur de moi. La peur que tu as injectée dans son cœur pour la forcer à m'appeler menteuse et ingrate dans ce document. Je me suis tournée vers Maître Dubois, dont le professionnalisme était clairement ébranlé. Il ne savait plus où se mettre. Maître, je crois que cet enregistrement prouve clairement la contrainte et l'abus de faiblesse, rendant ce codicille caduc. Le notaire, reprenant ses esprits avec difficulté, essaya de retrouver un semblant de procédure légale. Mademoiselle de Montaigne, cette preuve elle est accablante. Il faudra la soumettre à une analyse d'authenticité, mais si elle s'avère légitime... Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'atmosphère de la pièce avait basculé. Ce N était plus moi qui étais jugé, mais David. Je n'attendais pas une réponse légale immédiate. Ce que je voulais, Son, était le regard de David, son effondrement psychologique. Il me fixait, ses yeux remplis d'une haine pure, mais aussi d'une défaite totale. Il avait perdu le contrôle, et plus important encore, il avait perdu l'estime de la famille qu'il était si ardemment efforcé de manipuler. Pendant des années tu m'as humilié, David, ai-je continué, m'adressant à lui seul, la voix portant comme un coup de fouet. Tu m'as fait croire que j'y étais folle, que je n'avais aucune valeur, que je méritais le mépris de notre propre mère. Mais la seule personne qui n'a jamais rien mérité, c'est toi. Tu as forcé une femme mourante à trahir sa propre enfant. Je me suis levée, ma posture droite, sentant enfin que ma douleur invisible se transformait en force visible. Je ne me battrai pas pour cet héritage, Maître Dubois. Je ne veux pas des biens entachés par la lâcheté de cet homme. Je voulais juste que la vérité de maman soit entendue, celle qu'elle n'a pas pu exprimer sans la menace constante de son tortionnaire. Tante Claire, les larmes aux yeux, brisa le silence en se levant et en aise, éloignant de David, comme s'il était contagieux. Elle s'avança vers moi, me prenant la main. Sophie, je suis tellement désolée. Nous n'avions aucune idée. David se leva à son tour, brusquement, renversant presque sa chaise. Il ne cherchait plus à dissimuler sa rage, mais elle était impuissante. Il était exposé. Son empire de mensonges Anchu était effondré au son de sa propre voix. Il me regarda une dernière fois, l'expression d'un homme qui vient de perdre tout ce qu'il pensait avoir sécurisé. Tu vas le regretter, Sophie, siffla-t-il, une tentative désespérée d'intimidation. J'ai souri, un sourire de libération, de victoire absolue, et de justice implacable. Non, David, tu as déjà tout perdu. Ce jour-là, tout avait changé pour lui. Ce n'est plus toi qui me feras taire. Et maman enfin est vengée. J'ai quitté le bureau, laissant derrière moi le chaos, le notaire en pleine confusion, et David, l'héritier déchu, seul face au silence révélateur de sa propre infamie. La solitude de l'ascenseur en verre, cette fois, était celle de la liberté retrouvée. J'avais repris ma valeur et ma voix. Fin du bloc 2. Je n'attendais pas une réponse légale immédiate. Ce que je voulais, Zek, était le regard de David. Son effondrement psychologique. Il me fixait, ses yeux remplis d'une haine pure, mais aussi d'une défaite totale. Une déroute si profonde, qu'elle s'inscrivait dans chaque muscle de son visage. Le teint cireux, les tempes moites, il ressemblait soudainement à un enfant pris la main dans le sac, mais la colère qui brûlait dans ses prunelles bleuânes, était pas celle de la honte, mais celle de l'impuissance. Il avait perdu le contrôle, et plus important encore, il avait perdu l'estime de la famille qu'il était si ardemment efforcé de manipuler et d'impressionner. Pendant un instant qui dura une éternité, le temps que l'air vicié du mensonge évapore, j'ai savouré l'inversion des rôles. Je le voyais s'agiter intérieurement, cherchant désespérément un angle d'attaque, une échappatoire, une ligne de défense qui lui permettrait de retourner la situation, en m'accusant de falsification, de machination. Mais il savait, et je savais, et maintenant tout le monde savait. La voix était la sienne, indubitablement, dans sa plus laide nudité. Le poids de toutes ces années de mépris silencieux, le fardeau de devoir constamment douter de ma propre perception de la réalité à cause de ces manipulations insidieuses, tout cela se dissolvait dans l'atmosphère lourde et silencieuse. J'avais vécu dans l'ombre de son arrogance, dans la certitude douloureuse que j'ai été, pour ma propre mère et pour le reste du monde, l'enfant raté, l'artiste lunaire qui ne pouvait affronter la réalité des affaires familiales. Mais cette réalité, je la tenais dans le creux de ma main, sous la forme d'un simple fichier audio. Et elle était bien plus sale et tragique que tout ce que j'avais pu imaginer. Maître Dubois, dont la cravate de soie semblait soudain trop serrée, tentait de éclaircir la gorge.
Le léger frottement du tissu de sa chemise contre le cuir de son fauteuil était le seul bruit humain perceptible, le reste de l'assemblée étant fossilisé par la révélation. L'atmosphère avait cessé d'être celle d'une lecture de testament pour devenir celle d'un tribunal moral improvisé, où le verdict venait d'être prononcé par le spectre de la victime elle-même. Je me suis concentré sur David, ignorant délibérément la détresse de Maître Dubois, le murmure horrifié des tantes. Ce moment, ce face-à-face, m'appartenait. Était la dernière étape de mon deuil, la purification nécessaire avant de pouvoir réellement tourner la page. Voici les accusations infondées que j'ai portées, David, ai-je répété, m'assurant que chaque syllabe résonne avec la force d'une pierre jetée dans une mare stagnante. Voici pourquoi maman a eu peur de moi. La peur que tu as injectée dans son cœur pour la forcer à m'appeler menteuse et ingrate dans ce document. Tu as utilisé sa maladie, sa faiblesse, sa solitude forcée, comme une arme. Tu as marchandé l'affection et les soins de sa propre fille mourante contre une signature. Je me suis tourné vers Maître Dubois, dont le professionnalisme était clairement ébranlé. Il avait le visage d'un homme qui venait d'assister à une profanation en plein jour, dans son propre bureau impeccable. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il essaya d'empiler les feuillets du codicille. Maître, ai-je repris, ma voix conservant ce calme étonnant qui m'avait porté tout au long de cette épreuve. Je crois que cet enregistrement prouve clairement la contrainte et l'abus de faiblesse exercés sur ma mère à un moment de grande vulnérabilité, rendant ce codicille non seulement contestable, mais moralement nul et non avenu. Le notaire, reprenant ses esprits avec une difficulté visible, essaya de retrouver un semblant de procédure légale. Il ajusta ses lunettes, regarda le plafond, puis moi. Mademoiselle de Montaigne, cette preuve elle est accablante. Il faudra la soumettre à une analyse d'authenticité. Mais si elle s'avère légitime, ce qui, d'après la réaction de votre frère, semble être le cas, nous devrons immédiatement suspendre l'exécution de ce codicille et revenir aux dispositions testamentaires antérieures, ou au testament principal, selon les instructions de Maître Vanek. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'atmosphère de la pièce avait basculé. Ce n'était plus moi qui étais jugé, mais David. Les regards des cousins et des tantes, auparavant empreints de cette supériorité condescendante réservée à l'artiste bohème, étaient maintenant des puits de stupeur et de dégoût, dirigés vers l'homme au costume taillé qui se tenait, immobile, à ma droite. David me fixait toujours. Ses yeux n'exprimaient plus seulement la haine. Ils contenaient la panique froide de l'animal pris au piège. Il était en train de réaliser l'ampleur de sa chute. Non seulement il perdait la quasi-totalité de l'héritage qu'il considérait comme son dû absolu, mais il perdait aussi son statut, son image polie et respectée au sein de la famille. Était la destruction de l'identité qu'il avait si méticuleusement construite. Il ouvrit la bouche, et un bruit rauque en sortit, une tentative de grognement qui échoua à se transformer en mots. C'est un montage, Sophie. Une falsification. Tu as toujours été douée pour les mises en scène. J'ai ri. Un son bref et sec, dépourvu de joie, mais plein d'une ironie amère. Un montage? Tu crois vraiment que la voix d'une femme mourante, suppliant son fils de ne pas l'abandonner, est un montage? Si tu avais un seul doute, David, tu aurais crié plus fort. Mais tu sais que c'est toi. Tu entends la violence dans tes propres paroles. J'ai senti l'élan de le piétiner davantage, énumérer chaque petite humiliation, chaque mensonge. Mais j'ai résisté. Mon but, était pas la vengeance mesquine, mais la justice. Pendant des années tu m'as humilié, David, ai-je repris, ma voix portant comme un coup de fouet dans le silence de mort. Tu m'as fait croire que j'étais folle, que je n'avais aucune valeur, que je méritais le mépris de notre propre mère. Tu m'as coupé de la seule personne que j'aimais. Mais la seule personne qui n'a jamais rien mérité, c'est toi. Tu as forcé une femme mourante à trahir sa propre enfant, non pas par nécessité mais par pure avidité. Cette fois, lourde émotion a réussi à traverser l'armure des membres de la famille. Tante Claire, celle qui avait toujours été la plus proche de David, la marraine qu'il avait toujours défendue comme le pilier de la famille, brisa le silence. Son visage était ravagé par les larmes, les masques de poudre et de maquillage s'effaçant sous le choc. Elle se leva brusquement, son mouvement faisant grincer sa chaise sur le parquet poli, un son discordant et violent. Elle ne s'est pas avancée vers moi tout de suite. D'abord, elle a reculé d'un pas. Elle s'éloignant physiquement de David, comme s'il était porteur d'une maladie morale contagieuse. Son regard glissa de moi à lui, puis elle couvrit sa bouche de sa main tremblante. Puis, avec une démarche hésitante, elle s'avança vers moi, contournant la grande table d'acajou. Elle m'a pris la main, la serrant, avec une force inattendue. La chaleur de son contact était un choc après la froideur de la pièce. « Sophie, mon Dieu, Sophie !» murmura-t-elle, sa voix cassée par un sanglot retenu. « Je suis tellement désolée. » Nous n'avions aucune idée de ce qu'il se passait. Nous pensions que maman que tu cassais. Elle ne put finir sa phrase, le poids de leur jugement passé et de leur silence étant soudain trop lourd à porter. J'ai serré sa main en retour, sans la juger pour son aveuglement. Elle
était qu'une victime collatérale, comme beaucoup dans la famille, de la façade brillante et manipulatrice de David. La vérité est souvent la chose la plus difficile à entendre, tante Claire, lui ai-je répondu doucement. Maman m'a fait promettre que je n'utiliserais cet enregistrement qu'en dernier recours, si jamais David allait jusqu'à exiger que son acte soit inscrit dans le marbre légal, salissant ainsi ma réputation de manière irréversible. Elle voulait que je me protège, mais elle voulait aussi que justice soit faite pour elle. Je me suis dégagée de la main de tante Claire, me redressant à nouveau pour m'adresser à Maître Dubois, dont le visage retrouvait une certaine dignité professionnelle malgré le chaos émotionnel. Maître, cette affaire va inévitablement se transformer en contestation légale basée sur la contrainte. Mon frère va sans doute se battre bec et ongles pour conserver ses biens. Mais je tiens à vous informer, devant ces témoins, de ma décision finale. J'ai marqué une pause. Mon regard balaya l'assemblée, s'arrêtant un instant sur le visage décomposé de David. Je ne me battrai pas pour cet héritage, Maître Dubois, ai-je déclaré, la voix claire et ferme. Je ne veux pas des biens entachés par la lâcheté de cet homme. Je ne veux pas un centime de ce que David a tenté de voler à ma mère en usant de la menace et de la manipulation. Mon refus est catégorique. Cette déclaration fut le coup de grâce. Si l'enregistrement avait été la démolition de son image, mon refus de l'héritage était le symbole de ma supériorité morale écrasante. David, qui vivait et respirait pour l'argent, ne pouvait concevoir un tel désintérêt. Était une insulte plus profonde que n'importe quel procès. Je demande donc, Maître Dubois, que vous procédiez à l'annulation du codicille en question, et que l'héritage soit géré selon les dispositions antérieures. Ou, s'il doit y avoir un partage entre les légataires restants, qu'il se fasse sans ma participation. Je renonce formellement à toute part de cette fortune, à l'exception d'une seule chose. Le notaire, ébahi par cette volte-face financière, me demanda. Et quelle est cette chose, mademoiselle de Montaigne? La collection de carnets de maman, ai-je précisé. Ses journaux intimes et ses croquis. Je souhaite qu'ils me reviennent. Tout le reste peut être géré selon la loi, mais sans